En 2001, les docteurs Peter Fenwick et Sam Parnia, deux médecins anglais, ont publié les résultats de leurs recherches menées auprès de 63 patients ayant été déclarés cliniquement morts suite à un arrêt cardiaque. L'étude a démontré que 56 patients n'avaient aucun souvenir de leur période d'inconscience. Les 7 autres, par contre, gardaient un souvenir tout à fait idyllique de cette même période. De ces 7 patients, 4 d'entre eux avaient atteint le stade de l'absence de réaction rétinienne, bref, la mort selon les standards actuels. Les 4 patients en question affirment avoir ressenti une grande paix intérieure, d'avoir vu une grande lumière, d'être entrés dans un autre monde, d'avoir rencontré des êtres mystiques et d'être arrivés à une sorte de point de non-retour, au-delà duquel, s'ils l'avaient franchi, il leur aurait été impossible de revenir. Dans ce cas-là, les docteurs Parnia et Fenwick affirment que le manque d'oxygène ne peut pas être mis en cause puisque leurs patients étaient maintenus en vie par des équipements de survie et que le niveau d'oxygène s'est toujours maintenu à un niveau stable. Ensuite de ça, pour ce qui est du cocktail pharmacologique ou des drogues, encore là, Parnia et Fenwick affirment que si c'était le cas, tous leurs patients, et non quelques-uns, auraient dû avoir ces visions de l'au-delà puisque tous ces patients-là ont eu le même traitement pharmacologique. Évidemment, on peut se demander, mais est-ce que ces expériences-là ont réellement eu lieu au moment de la mort définitive? On sait que lorsque l'on parle de la mort, on parle de l'absence de réaction à la rétine de l'œil. Or, lorsqu'arrive ce stade-là, le cerveau, généralement, ne peut plus produire d'images cohérentes. Or, dans les cas qui nous intéressent, on pourrait comparer ça, par exemple, on pourrait comparer, je dirais, la réaction du cerveau à l'horloge d'un magnétoscope, par exemple. Lorsqu'il y a une panne de courant de quelques secondes, le magnétoscope va garder ses paramètres initiaux. Mais si la panne de courant perdure pendant des heures, évidemment, il faudra reprogrammer notre magnétoscope avec avec son horloge interne et tout ça. Dans le cas de ces morts cliniques, donc ces gens qui avaient atteint le stade de l'absence de réaction à la rétine de l'œil, on peut dire que le cerveau, à ce moment-là, un peu comme notre horloge du magnétoscope, aurait dû être complètement déprogrammé. Et à leur réveil, ces gens-là n'auraient dû avoir qu'un trou noir. Mais au lieu de ça, ils avaient ce souvenir spontané de cette vision de l'au-delà. Et ça ne s'explique pas. Quelle est la source de ces souvenirs? Ont-ils été générés par la conscience? Et si oui, la conscience est-elle une entité indépendante de l'être physique? Le débat scientifique est loin d'être clos, mais pour les survivants d'une mort imminente, ce débat reste futile. La science moderne exige des théories fondées sur des faits qu'on puisse reproduire en laboratoire. Chaque année, je demande à mes étudiants de se laisser tuer et ramener à la vie pour nous raconter ce qu'ils ont vu. Et c'est étrange, mais personne ne se porte volontaire. Alors, nous sommes coincés avec des anecdotes. Et tant que nous n'arriverons pas à développer une technologie où on pourrait brancher quelque chose sur mon cerveau pour voir à travers mes yeux, à travers mes souvenirs, mais nous ne sommes pas rendus là, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter les anecdotes. Pour les patients, l'aspect le plus important de la mort imminente n'est pas la mécanique qui la produit, mais son impact sur la vie des survivants. Les études menées depuis les années 1970 démontrent que pour la majorité d'entre eux, l'expérience de mort imminente a réveillé des sentiments d'empathie et d'une très grande humanité. Ils n'ont plus peur de mourir et leur regard actuel sur la vie n'a plus rien à voir avec ce qu'il était jadis. Cette quiétude intérieure se retrouve aussi chez les survivants qui ont vécu une expérience négative, comme celle de l'acteur allemand Kurt Jürgens. Il y a des cas connus de personnes, par exemple, d'athées, qui ont eu des expériences qu'on considérait très négatives, mais qui, dans le début de l'expérience de la NDE, c'est très négatif, mais finalement, lorsqu'ils se rendent à l'étape de la rencontre avec l'être de lumière, l'expérience, très souvent, va se transformer en quelque chose de très positif qui va laisser des traces, il va avoir des conséquences positives dans la vie d'individus à long terme. Il y a le cas, par exemple, d'un athée là, dont je parle, qui, ça l'a tellement bouleversé que finalement, est devenu pasteur suite à son expérience. Au début des années 1990, Daniel Tremblay était toxicomane.
Sa consommation de cocaïne l'avait conduit au bord du gouffre. Un soir, il absorbe une forte dose de médicaments qu'il mélange à de l'alcool. Il tombe presque aussitôt dans un état de demi-conscience. Des amis le trouvent et appellent aussitôt une ambulance. Le moribond est conduit à l'hôpital le plus près. Donc, à un moment donné, j'ai eu conscience que j'étais plugué sur des machines, que j'étais à l'urgence. Et à un moment donné, ben, ce qui est arrivé, c'est que tout s'est assombri. Tout s'est assombri comme un voile qui tombe sur la lumière, sur la réalité, sur le monde. Et là, à un moment donné, je me suis ramassé dans le noir total, complet. Où est-ce que je ne me voyais même pas moi-même, là? Il n'y avait absolument rien. Et laissez-moi vous dire que dans cet état-là, j'ai eu peur. Et là, c'est là que j'ai vu un petit point, tout petit, mais très lumineux. Et ce point s'est agrandi pour m'encadrer. Je sentais de l'énergie et j'étais attiré dans cette lumière-là. Alors, comme je n'avais pas d'autre endroit où aller, d'autres chemins, d'autres issues, moi, j'ai monté dans cette lumière-là. Je me suis en allé là-dedans. Et moi, dans ma tête, c'est clair, là, j'avais la conscience que je venais de quitter mon corps, que j'étais plus dans la réalité, que là, je m'en allais vers autre chose. Alors, pour moi, je me disais dans ma tête, je viens de réussir, je viens de mourir, je me suis suicidé, puis là, je m'en vais vers la mort. Dans cette lumière éclatante, où Daniel sent un amour inconditionnel, des personnages apparaissent bientôt, des êtres vêtus de tuniques éclatantes. Daniel poursuit son voyage, avançant vers la lumière. Et ces personnes ont discuté entre elles. À un moment donné, il y en a un qui s'est retourné, le même, et il m'a dit, tu vas retourner dans ton corps, aller remplir ta mission. Et c'est lui qui m'a retourné. Et je suis redescendu dans cette lumière vers mon corps. Et avant de réintégrer mon corps, je me suis retourné et j'ai dit, seul, je n'y arriverai pas. Et il m'a répondu, on va t'envoyer quelqu'un. Et j'ai réintégré mon corps, pas par ma propre volonté. Et là, je me suis levé carrément dans mon lit, dans la réalité, et l'infirmière était là, et je lui ai dit, j'ai vu Dieu. Pour Daniel Tremblay, l'expérience l'a mené à reconsidérer toute sa vie. Le Daniel Tremblay d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Daniel Tremblay de jadis. Des transformations comme la sienne sont fréquentes chez les survivants d'une expérience de mort imminente. L'individu qui a vécu cette expérience-là a comme la certitude qu'il était véritablement mort. Et très souvent, les gens ont même hâte, d'une certaine façon, de retourner là où ils ont été. Ils deviennent donc très, très aimants et beaucoup plus respectueux par rapport très souvent aussi à l'environnement. Donc, ils ont l'impression que, finalement, tout ce qui existe sur Terre ou dans l'univers fait partie d'un tout unifié qui origine d'une même source. Et très souvent, ils vont identifier cette source-là à l'être de lumière qu'ils sont rencontrés. Dans son livre « L'autre côté des choses », la comédienne Lise Thoin raconte son aventure aux portes de la mort. En 1985, de retour de voyage en Europe, elle est foudroyée par une grave infection virale, une virémie. Le mal se communique à tout son organisme. Les médecins n'arrivent pas à stabiliser son état qui ne cesse de se détériorer. Soudain, toute sa conscience bascule. Le 24 juillet, à 11h30 du soir, j'ai fait ce qu'on appelle une mort clinique. Une expérience de mort imminente. Absolument, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Évidemment, en 85, moi, je ne connaissais rien à tous ces phénomènes. Je n'en avais pas entendu parler, sauf que quand ça nous arrive à nous, c'est bien évident que c'est réel et que surtout, ça change tout. Vous savez, Marcel, quand on est adolescent, on se pose des questions sur la vie. Hein. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est la vie? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a avant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que la vie continue?